Dans cette vidéo, on va retravailler sur des fonctions convexes. C'est-à-dire, on va vraiment exploiter l'aspect géométrique des fonctions convexes. Donc, fonctions convexes, c'est un magnifique chapitre parce que faut regarder à quoi ressemble la courbe et il faut aussi savoir dériver, savoir regarder le signe d'une fonction. Et c'est un magnifique chapitre. Ok, donc, première question, c'est on prend une fonction convexe. On veut montrer que l'intégrale de f contre le cosinus est positive. Énoncé bizarre. Énoncé bizarre. Je vais essayer de motiver pourquoi cet énoncé a l'air raisonnable. Qu'est-ce qui se passe si f est affine? Qu'est-ce qui se passe si f est affine? En fait, on va montrer que l'intégrale, dans ce cas-là, l'intégrale de f fois cos, c'est 0. Ok? En fait, si l'énoncé est vrai, si c'est vrai que pour toute fonction convexe, on a ça, alors forcément on a ça. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'on a que ça, c'est positif, si l'énoncé est vrai. Et on a aussi que l'intégrale de moins f fois cos, c'est positif parce que moins f, c'est aussi convexe. Tu vois? Donc, comme on a que c'est positif et que c'est négatif, parce que l'inverse est positif aussi, l'opposé est positif aussi, ça c'est forcément égal à 0. Ok? Donc les fonctions affines, c'est les seules qui sont à la fois convexes et concaves. Donc quand tu as des énoncés du type avec des inégalités, c'est naturel de regarder ce qui se passe pour les fonctions affines. Ok? Donc ça va être déjà, c'est déjà un peu une explication de pourquoi ce truc a l'air vrai. C'est les fonctions affines. Ok? Alors déjà, j'ai envie de tester pour les fonctions affines. Je sais qu'une fonction affine, je peux l'écrire comme f de t, c'est a plus bt. Ok? Maintenant, ce que je remarque, c'est que l'intégrale de 0 à 2pi de a cos t, c'est 0. Parce que cosinus, c'est pi impair. Donc l'intégrale sur 0 à 2pi de cos, c'est 0. Ok? Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est l'intégrale de t fois cos de t. Pour ça, ce qu'on va faire, bon, déjà, je rappelle, là c'est un chapitre très géométrique, l'analyse, mais surtout les fonctions convexes. Cos, c'est à peu près ça. Donc il y a un point d'antisymétrie en pi qui est extrêmement important. Et ma droite, elle est là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on est un peu malin, on peut s'arranger pour prendre une droite ici. Parce que de toute façon, je peux translater par une fonction constante. Ça ne va rien changer à l'intégrale. Parce que l'intégrale de cos contre une fonction constante, c'est 0. Et une fois qu'on regarde cette intégrale-là, c'est clair que ça va valoir 0 parce que si j'intègre, donc en gros, ce qu'on intègre, c'est t moins pi, pour que ça vaille 0 en pi. Si on intègre ici, c'est clair que l'intégrale va être nulle parce que j'ai une fonction pi impair ici et j'ai une fonction pi périodique ici. Si on centre ce qui se passe en pi, j'ai une fonction paire. Si on oublie que l'axe il est ici, qu'on regarde l'axe ici, centré en pi, j'ai une fonction paire, j'ai une fonction impaire, l'intégrale des deux, ça fait une fonction impaire, et donc l'intégrale c'est 0. Okay. Sinon, si ce qu'on peut faire, c'est une IPP. L'intégrale de t fois cos, c'est comme cos, ça vaut 0 en. Comme la primitive de cos, elle vaut 0 à la fois en 0 et en 2pi, donc ça on va dériver. Ça on va primitiver. Je note ça comme ça. Donc ça c'est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de sin de t. Okay. Sin c'est une primitive de cos qui s'annule en 0 et en 2pi. Et la dérivée t c'est 0, donc ça c'est 0. Parce que l'intégrale de sinus c'est aussi 0. Ok? Donc on a déjà traité le cas des fonctions affines. Là on va faire un truc qui est hyper utile dans les fonctions convexes. Une fonction convexe, tu peux translater par une fonction affine et ça reste une fonction convexe. Donc ça c'est hyper important. Parce qu'une fonction affine c'est 2 paramètres. Donc ça veut dire que tu peux choisir ce que ta fonction fait sur 2 paramètres, sur 2 valeurs, en la translatant par une fonction affine. En pratique, ici qu'est-ce que ça veut dire? Quitte à translater f par une fonction affine, on peut supposer que f de pi sur 2 égale f de 3pi sur 2 égale 0. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'en gros, on retranche la fonction affine qui a les mêmes valeurs que f en pi sur 2 et en 3pi sur 2. Et donc ça fait une fonction qui est nulle en ces deux valeurs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est magnifique. F, donc on a pi sur 2,
on a 3 pi sur 2. F, ça fait un truc un peu comme ça. Ok, parce que ça vaut 0 entre les deux. C'est en dessous de la courbe ici à l'intérieur. Et c'est au-dessus de la courbe à l'extérieur. Donc c'est positif à l'extérieur et c'est négatif à l'intérieur. Maintenant, on se souvient du graphe de cos. Cos, c'est un truc comme ça. Et on voit que du coup, l'intégrale de f par cos, c'est positif. Parce que f fois cos, c'est positif. Okay, donc je reprends. On a montré que l'intégrale de cos contre des fonctions affines, c'était nul. Donc la raison pour laquelle c'était raisonnable, c'est parce qu'une fonction affine, c'est à la fois convexe et concave. Donc si on a que c'est positif, si on a que cette intégrale-là est positive, elle doit aussi être négative, donc elle est nulle. Donc on a montré que l'intégrale contre les fonctions affines, c'était nul. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire, bon bah l'intégrale de f, c'est la même intégrale que t moins f, que f moins t, t plus f. On peut translater une fonction affine parce que l'intégrale de t fois cos, c'est 0. Donc ça ne va pas changer la valeur de l'intégrale de f par cos. Ok? Maintenant ce que je dis c'est, bon bah si je peux translater par une fonction affine, je peux choisir que f de pi sur 2 c'est égal à f de 3 pi sur 2 c'est égal à 0. Et là on voit sur le graphe, on voit graphiquement que dans ce cas-là, ma fonction est positive, enfin ma fonction f fois cosinus est positive, et donc l'intégrale est positive. Ok? Donc un exercice très géométrique qui en gros se base juste sur le fait que la fonction cosinus, son intégrale vaut 0, et que son intégrale contre la fonction qui a été associée t vaut 0, et qu'il n'y a que 2 points d'annulation. C'est ça qu'on utilise sur la fonction cosinus. Donc ce qu'on dit, c'est bon, bah, on peut changer les fonctions affines, et on peut supposer que f a le bon signe. Et voilà. Ok? Donc ça, c'est un exercice qui montre à quel point c'est important de voir le graphe des fonctions qu'on dessine. Donc moi, je colle en PCSI, et le souci des PCSI, c'est que quand ils dessinent des choses en physique, ils doivent dessiner des jolies choses. Genre, moi, je me souviens que quand j'étais en MPSI, quand je dessinais le graphe d'un polynôme ou quand je dessinais le graphe genre, de mon allure de fonction, si j'écrivais pas la bonne tangente, si j'écrivais pas genre, les abscisses et les ordonnées, genre 0, 1, les valeurs des dérivés f' de 0, ce genre de trucs, je me faisais détruire en physique et ça, c'est pas un bon réflexe en maths. En maths, faut que tu écrives le plus possible, faut que tu fasses le plus de dessins, faut que tu fasses avancer le plus ton intuition, même si les dessins sont incomplets. Ok? Un dessin comme ça, avec trop d'informations, moi je trouve que c'est un mauvais dessin en maths, parce qu'il t'aide pas à capturer l'intuition que tu voulais dans ce dessin. Tu vois. On n'écrit pas un dessin pour avoir toute l'intuition sur tout le sujet possible. On fait un dessin parce qu'on a l'impression qu'un truc va marcher. Genre, si tu dessines cos, l'important c'est pas tant que ça de savoir que ici c'est un point critique, de savoir que ici la dérivée c'est moins 1, ici la dérivée c'est 1 ou je ne sais quoi. L'important c'est de voir que tu as 3 parties. Enfin, pour cet exercice en tout cas, c'est que tu avais 3 parties de signes opposés. Et donc, si tu t'arranges pour que la fonction ait les mêmes signes sur ces 3 parties-là, c'est gagné. Okay, et donc en PCSI, ils font pas ces dessins parce qu'ils ont envie que tous leurs dessins soient parfaits. Et c'est un très mauvais réflexe, surtout pour les fonctions convexes, parce qu'il y a beaucoup d'exercices où si tu n'as pas une intuition géométrique de ce qui se passe, tu ne peux pas vraiment avancer. Donc, tout ça pour dire, faites des dessins, traitez votre tableau comme si c'était un brouillon. Personne ne va vous en vouloir. Et n'hésitez pas à tenter des trucs, quoi. Ok? Exercice 2, on a f, une fonction convexe polynomiale de degré impair. Et en fait, on va montrer que ça n'existe pas. Donc, enfin, que ça va forcément être une fonction de degré 1, en fait. Ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, c'est plus du tout géométrique. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on a une fonction qui est 2 fois dérivable. Donc, le fait que ce soit convexe, c'est que f'' est positif. Ok? Sauf que f', c'est polynomial de degré impair. Et donc son graphe, il a cette tête-là en gros. Ok? Quand j'ai une fonction polynomiale de degré impair, ses limites en plus l'infini et en moins l'infini, ça va être ça va tendre vers plus l'infini dans les deux cas, en module, mais ça va tendre vers plus l'infini d'un côté et moins l'infini de l'autre. Ok? Donc c'est pas possible d'avoir f' positive, sauf si f' est de degré 0. Sauf si f' c'est 0. Donc on a que f' c'est 0. Et on a que f c'est une fonction affine. Ok? Faut pas oublier que les polynômes de degré impair, on les connaît assez bien sur R parce que d'une part ils ont forcément une racine réelle, les polynômes de degré impair, par le TVI parce que les limites en plus l'infini et en moins l'infini c'est opposé.
Donc si j'ai une fonction impaire, ce qu'on a c'est que en moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, et en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, ou alors c'est l'inverse. Ou alors ça va faire plus l'infini et moins l'infini. Voilà. Ok? Donc on les connaît assez bien parce qu'ils ont une racine, et aussi parce qu'on connaît très bien leurs limites. Donc c'est assez cool les polynômes de degré impair. Enfin, dès que tu vois un polynôme de degré impair, il faut que tu dises racine et limite. Ok? On prend une fonction convexe et majorée, et en fait on va montrer que c'est une fonction constante. Donc là c'est très graphique aussi. Donc quand on veut montrer qu'une fonction n'est pas constante, ça veut dire qu'il existe x et y, tel que f de x est différent de f de y. F de x est différent de f de y, pardon. On trace la courbe, et là on voit que comme la fonction va être au-dessus de sa courbe, à l'extérieur de la courbe entre x et y, on voit que la fonction va faire un truc du style comme ça. Mais c'est pas possible parce que la courbe ici tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Et donc j'ai f de x qui tend vers plus l'infini en x infini. Ok? F c'est une fonction de f, R dans R. Ok? Donc la seule possibilité c'est que la courbe ici, enfin la corde ici entre x et y soit nulle. Voilà. Donc fonction convexe, pas un chapitre crucial, mais un chapitre qui montre à quel point on analyse. Regarder le graphe d'une fonction, dessiner des points qui ont l'air importants, enfin regarder ce qui se passe, c'est vraiment primordial. Quand j'ai fait l'école de fonctions convexes, je crois que personne n'a fait des dessins et c'est vraiment pas... Enfin, c'est vraiment pas un bon point de vue de juste avoir la définition f de lambda x plus 1 moins lambda y plus petit que lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. D'ailleurs, c'est une définition qu'on a utilisée nulle part dans ces trois exos. Et à chaque fois, ça a donné des résolutions qui étaient assez élégantes. Alors que quand je donnais des fonctions convexes en PCSI, la plupart des gens, en gros, utilisaient le fait que la somme de fonctions convexes était une fonction convexe, l'opposé d'une fonction convexe était une fonction concave, mais que de manière calculatoire. Enfin, en gros, ils retraduisaient ça de manière calculatoire, et ça faisait des démonstrations qui étaient vraiment très lourdes et assez longues.